Je m'appelle Nina et j'ai 32 ans. Alors qu'il descendait mon mari, Michael, dans la terre, je me tenais seul, entouré d'inconnus au regard plein de pitié. Pas un seul membre de ma famille n'est venu. Ni parents, ni sœurs, pas même Jessica, ma meilleure amie depuis l'enfance. Ils ont tous choisi la fête de fiançailles de ma sœur Rachel à la place. Alors que la terre heurtait le cercueil, mon téléphone s'est allumé. Un message de maman. Il faut qu'on parle, maintenant. En dessous, 22 appels manqués. Si vous regardez cette vidéo, que feriez-vous à ma place? S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour savoir comment j'ai trouvé la force quand tous ceux que j'aimais m'ont abandonné. Michael et moi nous sommes rencontrés pendant notre 2e année d'université. Il m'a bousculé à la bibliothèque, en voyant ma pile de manuels de psychologie voler à travers le sol. Au lieu de s'excuser rapidement et de s'en aller, il a insisté pour m'aider à tout ramasser, puis m'a proposé de m'offrir un café en guise de dédommagement. Ce café s'est transformé en dîner, qui s'est transformé en soirée cinéma, qui s'est transformé en les plus belles 5 années de mariage que j'aurais pu imaginer. Notre histoire d'amour n'a pas été sans obstacle. Ma famille s'est opposée à notre relation dès le début. Michael venait d'une famille ouvrière. Son père était mécanicien et sa mère infirmière. C'étaient des gens honnêtes et travailleurs qui avaient élevé leur fils avec des valeurs solides et une éthique de travail remarquable. Mais pour mes parents, soucieux du statut social, il aurait aussi bien pu venir d'une autre planète. Tu pourrais trouver tellement mieux, Nina, disait ma mère chaque fois que son nom était mentionné. Pense à ton avenir. Il ne pourra jamais t'offrir le style de vie que tu mérites. Mon père était plus direct. Ce garçon n'a pas de relation, pas de fortune familiale, rien à apporter à part des prêts étudiants. J'ai ignoré leurs critiques. Michael avait tout ce qui comptait vraiment. Il était brillant, obtenant son diplôme d'ingénieur avec mention tout en travaillant à temps partiel pour couvrir ses dépenses. Il était compatissant, faisant du bénévolat au refuge pour animaux local le week-end. Et il m'aimait inconditionnellement, soutenant mes rêves et mes ambitions sans jamais me faire sentir que je devais changer. Nous avons eu un petit mariage. Michael et moi l'avions financé nous-mêmes, refusant l'aide financière de mes parents car nous savions qu'elle serait assortie de conditions. Ma famille était présente, mais leur mécontentement était évident dans leur sourire crispé et leur interaction minimale avec la famille de Michael. Ma sœur Rachel a passé la majeure partie de la réception à envoyer des textos, levant occasionnellement les yeux pour faire un commentaire désobligeant sur le lieu modeste ou le traiteur simple. Jessica, ma demoiselle d'honneur et meilleure amie depuis l'école primaire, semblait prise entre deux mondes. Elle avait toujours été proche de Rachel et de moi, mais au fil des ans, j'ai remarqué qu'elle gravitait davantage vers ma sœur. Ce jour-là, elle a passé plus de temps à la table de Rachel qu'à côté de moi. Pourtant, j'étais reconnaissante qu'elle soit là. L'une des rares connexions avec mon enfance qui restait intacte. Notre mariage était tout ce que j'espérais. Nous avons acheté un petit appartement, travaillant tous les deux à plein temps, moi comme coordinatrice marketing et Michael comme ingénieur de projet dans une entreprise d'énergie renouvelable. Nous voyagions quand nous pouvions nous le permettre, explorions la ville le week-end et passions des soirées tranquilles à planifier notre avenir. Nous voulions 2 enfants, une maison avec un jardin, peut-être un chien. Des rêves normaux qui semblaient extraordinaires parce que nous les construirions ensemble. Le contraste entre mon mariage et ma vie de famille s'est accentué chaque année. Chaque réunion de famille était un exercice pour endurer des pics subtils sur la taille de notre appartement, la trajectoire de carrière de Michael ou pourquoi nous n'avions pas encore d'enfants. Rachel, pendant ce temps, ne recevait que des éloges pour son travail dans un prestigieux cabinet d'avocats, son cercle social grandissant d'amis influents et sa série de petits amis riches. Quand allez-vous nous donner des petits-enfants, me demandait ma mère lors des dîners de famille. 10 minutes plus tard, elle se tournait vers Rachel et disait, « Prends ton temps pour trouver le bon homme, ma chérie. Concentre-toi sur ta carrière. Les enfants peuvent attendre. » Le 2 poids, 2 mesures était flagrant, mais je m'y étais habitué. Michael me serrait la main sous la table, son soutien silencieux valant plus que l'approbation de ma famille. Jessica était témoin de tout cela. Elle avait été là tout au long de mon enfance, lorsque mes réussites étaient éclipsées par celles de Rachel. Lorsque mes parents ont oublié d'assister à ma remise de diplôme de lycée parce que cela coïncidait avec le récital de danse de Rachel. Quand je recevais des cadeaux pratiques pour Noël alors que Rachel déballait des vêtements de marque et des bijoux. Ta famille est dure, avait admis Jessica une fois après un dîner de Thanksgiving particulièrement tendu. Mais ils t'aiment à leur manière. J'avais hoché la tête, sans y croire,
mais appréciant sa tentative de réconfort. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est à quel point Jessica avait commencé à considérer le traitement que me réservait ma famille comme justifié. Comment elle avait absorbé leur perspective selon laquelle j'étais en quelque sorte moins méritante d'attention et de soins. Tout a changé il y a 6 mois. Michael souffrait de maux de tête persistants et de fatigue. Nous l'avons attribué au stress et au surmenage jusqu'à ce qu'il s'effondre lors d'une course matinale. Le diagnostic fut rapide et brutal, cancer du cerveau en phase 4. Le pronostic était de 6 mois à 1 an avec traitement. Sans cela, moins. J'ai immédiatement appelé mes parents, ma voix se brisant en partageant la nouvelle dévastatrice. « Oh, c'est terrible », a dit ma mère, son ton traduisant au mieux une préoccupation modérée. « Avez-vous demandé un deuxième avis ? Les médecins sont toujours si dramatiques. »« Maman, nous avons vu 3 spécialistes. Ils ont tous dit la même chose. » « Eh bien, ces choses se résolvent parfois d'elles-mêmes. Reste positive. » Oh, avant que j'oublie, Rachel vient de nous dire qu'elle pense que son petit ami va bientôt la demander en mariage. Nous pourrions planifier un mariage. La conversation a basculé sur la relation de Rachel. Le diagnostic terminal de mon mari était déjà oublié. J'ai raccroché, me sentant vide, mais pas surprise. Quand je l'ai dit à Jessica, sa réaction initiale a semblé sincère, choc, larmes, offre d'aide de toutes les manières possibles. Mais au fil des semaines et alors que Michael commençait un traitement agressif, Jessica se faisait de plus en plus rare. Il y avait toujours des raisons, délais de travail, obligations familiales, ses propres problèmes de santé. « Je promets que je viendrai ce week-end », textait-elle, pour annuler à la dernière minute. Pendant ce temps, Michael menait son combat avec un courage incroyable. La radiothérapie le rendait violemment malade. La chimiothérapie lui a fait perdre ses cheveux et 10 kilos de sa silhouette déjà mince. J'ai pris un congé familial pour raisons médicales, épuisant nos économies pour être à ses côtés chaque jour. J'ai appris à administrer des médicaments, à gérer son régime alimentaire quand il pouvait manger, à nettoyer quand il ne pouvait rien garder. Je suis devenue son avocate, sa chercheuse, son infirmière, et j'essayais toujours d'être sa femme plutôt que simplement sa soignante. Malgré tout, ma famille est restée distante. J'envoyais des mises à jour régulières qui recevaient de brefs accusés de réception. Rachel n'est jamais venue une seule fois. Mes parents sont passés pendant 30 minutes après beaucoup d'insistance, se sont tenus maladroitement dans notre salon et sont partis avec un soulagement visible. Jessica est venue à l'hôpital 2 fois. Les 2 fois, elle est restée moins d'1 heure, visiblement mal à l'aise avec l'équipement médical et l'état de santé de Michael qui se détériorait. Les gens réagissent différemment en temps de crise, m'a dit Michael un soir alors que je pleurais à côté de son lit d'hôpital. Certains ne supportent pas de voir quelqu'un qu'ils aiment souffrir. Même en mourant, ils trouvaient des excuses pour les personnes qui auraient dû nous soutenir. Ses propres amis venaient régulièrement. Ses parents ont déménagé temporairement dans notre ville pour aider, prenant des cars avec moi à l'hôpital. Le contraste entre ses proches et les miens n'aurait pas pu être plus frappant. Alors que l'état de Michael s'aggravait, une autre annonce est tombée. Rachel était officiellement fiancée à Bradford, un avocat d'affaires issu d'une famille riche. Ma mère a appelé, l'excitation pétillant au téléphone. Nous organisons la plus belle des fêtes de fiançailles. Le club privé a accepté de l'accueillir, et nous avons réservé le meilleur traiteur de la ville. Rachel veut que tu sois une demoiselle d'honneur, bien sûr. Quand a lieu la fête, ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Dans 3 semaines, un samedi. Nous voulions le faire rapidement pendant que le temps est encore beau pour les photos. Mon cœur s'est serré. Maman, Michael ne va pas bien. Les médecins disent qu'il ne lui reste peut-être que quelques semaines. Je ne peux pas le laisser. Un lourd silence a suivi. Nina, ta sœur ne se fiancera qu'une seule fois dans sa vie. Michael comprendrait sûrement si tu prenais une soirée pour célébrer en famille. Il est en train de mourir. Maman, mon mari est en train de mourir. Eh bien, tu nous manqueras à la fête. Alors je dirai à Rachel que tu lui envoies tes félicitations. La fête de fiançailles était prévue pour le même week-end où les médecins m'avaient dit de me préparer à la fin. Comme si je pouvais me préparer à perdre l'amour de ma vie à 32 ans. Le déclin de Michael s'est accéléré plus vite que quiconque ne l'avait prédit. Le traitement expérimental sur lequel nous avions placé nos derniers espoirs a échoué de manière spectaculaire, le plongeant dans une crise convulsive qui a entraîné une hospitalisation d'1 semaine.
Son oncologue m'a prise à part après l'avoir stabilisé. Je suis désolé, mais nous sommes à court d'options médicales, a dit le docteur Patterson, ses yeux bienveillants remplis d'un regret sincère. À ce stade, notre objectif est de le maintenir dans le confort. Vous pourriez envisager les soins palliatifs. Les soins palliatifs? Le mot que je redoutais depuis le diagnostic. Cela signifiait abandonner le combat, accepter l'inévitable. Cela signifiait le début de l'adieu. Cette nuit-là, j'ai dormi dans le fauteuil à côté du lit d'hôpital de Michael, écoutant le rythme de sa respiration, mémorisant la montée et la descente de sa poitrine. Je tenais sa main, maintenant mince et fragile, les veines proéminentes sous une peau presque translucide. Dans son sommeil, les rides de douleur autour de ses yeux et de sa bouche se détendaient, le faisant ressembler brièvement à l'homme que j'avais épousé. Nos économies étaient épuisées. Les factures médicales s'étaient accumulées malgré l'assurance, et mon congé sans solde signifiait aucun revenu pendant des mois. Les parents de Michael avaient aidé autant qu'ils le pouvaient, mais ils étaient à la retraite et vivaient d'un revenu fixe. J'avais ravalé ma fierté et envoyé un texto à mon père pour lui demander s'il pouvait aider avec certaines des dépenses. Nous sommes un peu à court en ce moment avec la fête de fiançailles de Rachel, a-t-il répondu. Peut-être que le mois prochain, nous pourrons regarder notre budget. Le mois prochain, quand Michael serait probablement parti. Pendant ces dernières semaines, je dormais à peine. Quand je le faisais, c'était par courtes périodes, me réveillant en sursaut au moindre changement dans la respiration de Michael ou à un bip d'un moniteur. Je survivais grâce à la cafétéria de l'hôpital, au café et au bar de céréales du distributeur automatique. Mes vêtements étaient amples. Le deuil me consumait avant même qu'il ne soit parti. Je continuais d'envoyer des mises à jour à ma famille, espérant contre tout espoir que la gravité de la situation finirait par pénétrer leur bulle d'indifférence. Mes textos devenaient de plus en plus désespérés. Michael a été transféré en soins palliatifs. Les médecins disent que ce pourrait être une question de jours. S'il vous plaît, venez. Ma mère a répondu, j'envoie des prières. Au fait, as-tu vu les photos que j'ai envoyées de la bague de fiançailles de Rachel? Si Cara. Jessica n'était pas mieux. Vraiment désolé que les choses soient difficiles. J'ai aidé Rachel avec la planification de la fête de fiançailles. Totalement débordé. On essaiera de passer bientôt. Personne n'est venu. J'ai regardé Michael, autrefois vibrant et fort, s'éteindre un peu plus chaque jour. Il essayait de garder son humour, me demandant de lui apporter en cachette ses milkshakes au chocolat préférés, contre l'avis des médecins. Il s'inquiétait plus pour moi que pour lui-même. Promets-moi que tu prendras soin de toi après, m'a-t-il dit lors d'un rare moment de lucidité. Retrouve la joie, Nina. Ne laisse pas cela te briser de façon permanente. J'ai promis. Bien que je ne puisse imaginer que la joie puisse exister dans un monde sans lui. La nuit précédant la fête de fiançailles de Rachel, la respiration de Michael est devenue laborieuse. L'infirmière des soins palliatifs a augmenté sa dose de morphine, expliquant doucement que c'était souvent un signe du stade final. J'ai appelé mes parents. Maman, je pense que Michael va partir ce soir ou demain. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous ici. Oh, Nina, a-t-elle soupiré. Nous avons des invités qui arrivent de l'extérieur pour la fête. Rachel serait dévastée si nous n'étions pas là pour les accueillir. Mon mari est en train de mourir, ai-je crié dans le téléphone, surprenant l'infirmière. Baisse la voix, m'a grondé ma mère. Tu es dramatique. Les gens meurent tous les jours. Ta sœur ne se fiance qu'une seule fois. J'ai raccroché, les mains tremblant de rage et d'incrédulité. J'ai ensuite essayé Jessica. Mon dernier espoir que quelqu'un de familier se tienne à mes côtés. Jess, s'il te plaît. Je ne peux pas faire ça toute seule. Nina, je suis au salon de coiffure avec Rachel en ce moment. Nous nous faisons coiffer pour demain. Je suis vraiment désolé, mais je lui ai promis il y a des semaines que j'aiderais avec tous les préparatifs. Michael est décédé à 3h27 du matin. Ses parents et moi tenions ses mains. Il n'a pas lutté à la fin. Les analgésiques l'ont maintenu dans le confort et ses derniers mots conscients pour moi ont été « Merci de m'avoir aimé ». Je suis resté avec son corps jusqu'à l'aube, incapable de réaliser que la personne que j'aimais le plus au monde était partie, ne laissant que l'enveloppe qu'il avait contenue. Mes beaux-parents m'ont serré dans leurs bras, leur chagrin aussi profond que le mien, mais tempéré par des décennies de plus d'expérience de vie.
Ils m'ont aidé à contacter l'entreprise de pompes funèbres que nous avions choisie à contre-cœur des semaines auparavant. Ils sont restés lorsque le personnel est venu prendre le corps de Michael, me soutenant lorsque mes jambes menaçaient de céder. Au lever du jour, j'ai vérifié mon téléphone. Aucun message de ma famille. Ils dormaient probablement, se reposant pour le grand jour de Rachel. J'ai envoyé un simple texto à notre groupe de discussion familiale. Michael est décédé il y a quelques heures. Les arrangements funéraires suivront. Mon père a répondu le premier. Désolé pour ta perte. Nous penserons à toi aujourd'hui. Pas, nous arrivons. Pas, que pouvons-nous faire? Juste un accusé de réception et de la distance. Ma mère, quelle triste nouvelle. Tiens-nous au courant pour les funérailles. Journée chargée avec les préparatifs de la fête. Rachel n'a pas répondu du tout. Jessica a envoyé un message privé. Oh mon Dieu, Nina, je suis tellement désolée. As-tu besoin que je vienne? Avant que je puisse répondre, elle en a envoyé un autre. En fait, j'ai promis à Rachel que j'aiderais à décorer le lieu ce matin. Puis-je passer après la fête ce soir? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Il n'y avait plus de mots. Les 48 heures suivantes se sont déroulées dans un flou d'arrangements funéraires. Michael et moi avions discuté de ses souhaits lors d'un rare moment de clarté quelques semaines plus tôt. Il voulait quelque chose de simple, une crémation, un bref service avec sa musique préférée et aucune connotation religieuse. Il a demandé que je disperse une partie de ses cendres au lac Michigan où nous avions passé notre premier anniversaire. Le directeur des pompes funèbres était gentil mais professionnel alors que nous passions en revue les options, cercueil ou réceptacle de crémation. Quelle urne? Et une brochure commémorative? Voudrais-je publier une notice nécrologique? Chaque décision semblait impossible, finale d'une manière qui déchirait mon cœur déjà en lambeaux. Les parents de Michael ont aidé là où ils le pouvaient, mais ont finalement respecté que c'était des décisions que je devais prendre, moi, sa femme. J'ai choisi un simple cercueil en bois pour la veillée, une urne en céramique bleue qui correspondait à ses yeux, et j'ai approuvé une notice nécrologique qui semblait terriblement inadéquate pour résumer une vie si remarquable et si courte. J'ai programmé les funérailles pour le mardi, 3 jours après sa mort. Cela semblait être un délai approprié après la fête de fiançailles de Rachel le samedi. Ma famille assisterait sûrement maintenant que leur précieuse célébration était terminée. J'ai créé un événement Facebook avec les détails des funérailles et j'ai identifié tous les membres de la famille. J'ai envoyé un texto de groupe avec les mêmes informations. J'ai même envoyé un courriel directement à mes parents et à Jessica, incluant une carte pour se rendre au salon funéraire. Les réponses sont arrivées au compte-gouttes. Maman, nous ferons de notre mieux pour être là. Rachel est épuisée par la fête, mais nous savons que c'est important aussi. Papa, je vais vérifier mon agenda et te le faire savoir. Rachel, un emoji pouce levé. Rien d'autre. Jessica, je serai certainement là tôt pour t'aider à tout préparer. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Je t'aime. Je voulais crier. Mon mari était mort à 34 ans. Mon monde entier s'était effondré. Et ma sœur était épuisée par sa fête. Mon père devait vérifier son agenda. Seule la réponse de Jessica offrait un réel réconfort. Bien que l'expérience m'ait appris à modérer mes attentes. Le lundi, j'ai choisi les vêtements d'enterrement de Michael, le costume bleu qu'il avait porté à notre mariage, maintenant trop grand là où il était autrefois parfaitement ajusté. J'ai passé mes doigts sur le tissu, me souvenant à quel point il était beau ce jour-là, comment ses yeux s'étaient remplis de larmes quand j'avais remonté l'allée. Jessica a appelé ce soir-là. Nina, je suis tellement désolé pour tout. La fête était épuisante et je me sens terriblement mal de ne pas avoir pu être là quand c'est arrivé. Mais je te promets que je serai aux funérailles demain matin à la 1re heure. Veux-tu que je vienne ce soir? On pourrait boire du vin et parler. Non, ai-je répondu, ma voix plate. J'ai besoin d'être seul ce soir. Je comprends. Je te verrai demain alors. 8 heures pile, c'est ça? J'apporterai du café. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une lueur de soulagement. Au moins une personne de ma vie passée se tiendrait à mes côtés. Le mardi matin s'est levé gris et bruineux, un temps approprié pour le jour le plus sombre de ma vie. Je me suis habillé machinalement dans la robe noire que j'avais achetée en ligne 2 jours plus tôt, j'ai appliqué un maquillage minimal et je suis allé au salon funéraire. Les parents de Michael m'y ont retrouvé, sa mère me serrant fort dans ses bras. Nous sommes là pour toi,
ma chérie, a-t-elle murmuré. Aujourd'hui et toujours. J'ai vérifié mon téléphone. 8h15. Aucun signe de Jessica. Aucun message de ma famille. J'ai envoyé un texto rapide à Jessica. Es-tu en route? 8h30. Le directeur des pompes funèbres s'est approché doucement. Madame Wilson, nous devrions nous préparer à recevoir les invités bientôt. Souhaitez-vous avoir un moment privé avec votre mari d'abord? J'ai hoché la tête, le suivant dans la pièce où le cercueil de Michael était exposé. Des fleurs l'encadraient, principalement de ses collègues et amis. Un grand arrangement de ses parents. Un petit bouquet que j'avais choisi moi-même. Des roses blanches mélangées à des myosotis, ses préférés. Rien de ma famille. Pas même une carte de condoléances. 9h. Les premiers invités sont arrivés. Les collègues de Michael, son colocataire d'université qui avait pris l'avion depuis Seattle, des voisins de notre immeuble, tous exprimant un chagrin sincère, partageant des histoires sur Michael qui me faisaient parfois sourire à travers les larmes. 9h30. Toujours pas de Jessica, pas de famille. Mon téléphone restait silencieux. Le service a commencé à 10h. J'étais assise au premier rang entre les parents de Michael, douloureusement consciente des sièges vides que nous avions réservés pour ma famille. Le célébrant a parlé magnifiquement de la vie de Michael, de ses accomplissements, de son caractère. Des amis ont partagé des souvenirs. Son patron a parlé de ses contributions à leur projet d'énergie renouvelable, comment le travail de Michael continuerait de bénéficier aux communautés pendant des décennies. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai failli ne pas y arriver. Debout devant la foule des proches de Michael, pas les miens, l'absence de ma propre famille ressemblait à une blessure physique. Mais je lui avais promis d'être forte. J'ai déplié mes remarques préparées et j'ai commencé à parler de l'homme qui avait changé ma vie, qui m'avait montré ce que signifiait vraiment l'amour inconditionnel. À la fin du service, mon téléphone a vibré. Une notification de réseau social. Rachel avait publié des photos de sa fête de fiançailles. J'aurais dû l'ignorer, mais une impulsion masochiste m'a fait regarder. Ils étaient là, mes parents rayonnant aux côtés de Rachel et Bradford, Jessica levant une coupe de champagne pour un toast. Tout le monde habillé sur son 31, célébrant comme si rien d'autre au monde n'importait, ce qui pour eux, peut-être, était le cas. L'horodatage sur les photos datait d'hier, pas de samedi. La fête s'était apparemment étendue sur plusieurs jours de célébration. Pendant que je choisissais l'urne de mon mari, il prenait un brunch dans un restaurant chic. Pendant que j'écrivais sa notice nécrologique, il sabrait le champagne. Nous nous sommes déplacés au cimetière pour l'enterrement. Le petit cortège de voitures a serpenté à travers la ville jusqu'au terrain paisible où Michael reposerait. Alors qu'il descendait son cercueil, je me tenais seul au bord de la tombe. Les parents de Michael s'étaient légèrement reculés, me laissant de l'espace pour un dernier adieu privé. La pluie tombait doucement, se mêlant à mes larmes. J'ai murmuré les mots que je lui avais dit chaque soir pendant 5 ans. Je t'aime plus qu'hier, moins que demain. Alors que la première pelletée de terre heurtait le cercueil, mon téléphone s'est allumé. Un message de ma mère. Il faut qu'on parle, maintenant. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran de notification. En dessous, 22 appels manqués de maman, papa, Rachel, Jessica, tous au cours de la dernière heure. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé pendant qu'ils enterraient mon mari. La maison semblait plus vide que jamais quand je suis revenu du cimetière. Les parents de Michael avaient proposé de rester, mais j'avais besoin d'être seul avec mon chagrin. Je me déplaçais dans les pièces comme un fantôme, touchant ses affaires, respirant son odeur qui s'estompait de son oreiller. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, il a immédiatement commencé à vibrer de notifications, de messages vocaux, de textos, d'appels manqués. J'ai commencé par les textos de ma mère. Nina, nous sommes tellement désolés de ne pas avoir pu venir aux funérailles. Rachel ne se sentait pas bien ce matin après la fête. S'il te plaît, appelle-nous quand tu auras ce message. Nous sommes inquiets pour toi. Ton père et moi nous sentons très mal. Nous voulions être là, mais les circonstances nous en ont empêchés. Les messages de mon père étaient similaires, pleins d'excuses vagues et d'excuses à demi-mot. Nous ne pouvions pas décevoir la famille de Rachel et Bradford en quittant le brunch post-fiançailles plus tôt. Les textos de Jessica étaient plus nombreux, augmentant en urgence. Nina, je suis tellement désolé. Je me suis réveillé trop tard après la fête. Reçois-tu ces messages?
S'il te plaît, réponds. Je sais que tu dois me détester en ce moment. Je n'ai aucune excuse. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer en personne. Je passe plus tard. Rachel n'avait envoyé qu'un seul message. Désolé pour Michael. J'étais vraiment occupé avec les trucs de fiançailles. J'espère que les funérailles se sont bien passées. J'ai posé le téléphone, trop épuisé émotionnellement pour répondre à qui que ce soit. Que pouvait-il bien dire pour justifier d'avoir manqué les funérailles de mon mari pour une fête de fiançailles qui s'était apparemment transformée en une célébration de 3 jours? Alors que je me préparais une tasse de thé, une notification de courriel est apparue. C'était de Timothy, un des collègues de Michael qui avait assisté aux funérailles. L'objet disait « Tu devrais voir ça ». Je l'ai ouvert pour trouver une pièce jointe vidéo. Le message de Timothy était bref. J'étais au Grand Hôtel pour un déjeuner d'affaires hier. Ta famille était là, célébrant les fiançailles de ta sœur. J'ai pensé que tu devrais savoir ce qui a été dit. Je suis vraiment désolé, Nina. Les mains tremblantes, j'ai lu la vidéo. Elle montrait la terrasse extérieure de l'hôtel, décorée de fleurs et de ballons. Ma famille était assise à une grande table, des coupes de champagne à la main. Bradford était debout, portant apparemment un toast. La vidéo était prise de loin, mais l'audio était étonnamment clair. Bradford a terminé son discours, puis Rachel s'est levée, légèrement ivre à en juger par ses mouvements instables. Je veux remercier tout le monde d'être venu nous célébrer, a-t-elle dit en rayonnant. Surtout mes parents qui ont organisé cette fête incroyable malgré le drame de ma sœur. Des rires ont parcouru le groupe. Sérieusement, cependant, a poursuivi Rachel. Nina a toujours une crise en cours. D'abord en épousant cet ingénieur inconnu contre l'avis de tout le monde, et maintenant en faisant de sa maladie le centre de l'attention pendant mes fiançailles. Ma mère a tapoté le bras de Rachel, mais ne l'a pas contredite. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. Dieu merci, vous avez tous priorisé ce qui compte vraiment. Rachel a levé son verre, à la famille qui se présente pour les choses importantes. La caméra a légèrement balayé et j'ai vu Jessica rire et trinquer avec Rachel. Nina a toujours été la reine de l'exagération, a-t-elle ajouté assez fort pour être entendue. Vous vous souvenez quand elle pensait mériter d'être major de promotion au lycée, ou quand elle a agi comme si sa remise de diplôme universitaire était un si grand événement? Plus de rire. Ma mère s'est penchée vers Jessica. Elle a appelé hier soir en disant que Michael était en train de mourir sur le champ et que nous devions tous nous précipiter la veille de la fête de Rachel. Le timing était tellement inconsidéré. J'ai arrêté la vidéo, physiquement malade. Ils n'avaient pas seulement manqué les funérailles en raison d'une mauvaise planification. Ils avaient délibérément choisi de continuer à faire la fête, se moquant de ma perte et de mon chagrin. Les doigts tremblants, j'ai parcouru mon historique de textos avec Jessica. 3 semaines auparavant, elle avait posé des questions sur le pronostic de Michael. Je lui avais dit honnêtement que les médecins s'attendaient à ce qu'il décède très bientôt, peut-être dans quelques jours. Le lendemain, Rachel avait annoncé la date de sa fête de fiançailles, tombant précisément dans cette fenêtre. Ce n'était pas une coïncidence. Rachel avait délibérément programmé sa célébration en sachant que mon mari pourrait être mourant, et mes parents et ma meilleure amie avaient suivi. Je me suis retrouvé à remonter encore plus loin, des années en arrière, à travers les conversations avec ma famille, modèle après modèle de mépris, de minimisation de mes réussites, de priorisation de chaque caprice de Rachel. Michael l'avait vu clairement. Il ne te traite pas avec le respect de base, avait-il observé au début de notre relation. Je les avais défendus à l'époque, trouvant des excuses à leur comportement. À la tombée de la nuit, j'ai reçu un autre texto de ma mère. Ton père et moi voulons discuter de la fiducie familiale avec toi. Nous apportons quelques modifications et nous avons besoin de ta signature. Peux-tu passer demain? J'ai appelé Suzanne, une collègue qui était devenue une amie pendant la maladie de Michael. Elle avait assisté aux funérailles ce matin-là et avait proposé de passer si j'avais besoin de compagnie. Sais-tu quelque chose sur les fiducies familiales? Ai-je demandé quand elle a répondu. Mon mari est avocat spécialisé en succession. En fait, pourquoi? Mes parents veulent que je signe quelque chose concernant des changements à la leur. Aujourd'hui, de tous les jours. La voix de Suzanne est devenue prudente. Ne signe rien sans le lire attentivement, Nina. Surtout pas quand tu es vulnérable. Veux-tu que Richard y jette un œil pour toi? Est-ce que ça le dérangerait? Pas du tout.
Il dit toujours, le deuil et les documents juridiques sont une combinaison dangereuse. Avant que je puisse répondre, on a sonné à ma porte. À travers le Judas, j'ai vu Jessica debout sur mon porche, tenant des fleurs et une bouteille de vin. Quelqu'un est à ma porte. Je te rappelle, ai-je dit rapidement à Suzanne. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais une partie de moi voulait la confrontation. En avait même besoin. J'ai ouvert la porte, mais j'ai bloqué l'entrée. Les yeux de Jessica étaient rouges, son maquillage était maculé. Nina, je suis tellement désolé. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu as choisi une fête plutôt que d'être là pour moi aux funérailles de mon mari? Que tu as ri pendant que ma sœur se moquait de mon mari mourant? Son visage a pâli. De quoi parles-tu? J'ai vu la vidéo, Jessica, du brunch d'hier. J'ai entendu ce que tu as dit sur moi. C'était juste je ne faisais que suivre le mouvement. Tu sais comment Rachel devient si tu n'es pas d'accord avec elle. Non, je ne sais pas parce que je ne trahis pas les gens que j'aime pour gagner les faveurs des autres. L'expression de Jessica s'est légèrement durcie. Tu as toujours été si prompte à juger, Nina. Si parfaite et en martyr. Rachel a raison de dire que tu ramènes tout à toi. Mon mari est mort, ai-je crié, ne me souciant plus de ce que les voisins pourraient entendre. Il est mort et aucun de vous ne s'est assez soucié pour être là. Pas pour le pire moment de ma vie. Nous nous sommes souciés. Nous avons juste, elle a hésité. Vous aviez juste des choses plus importantes à faire, comme boire du champagne et rire à mes dépens. Nina, s'il te plaît. Nous sommes amis depuis 20 ans. Ne jette pas ça. C'est toi qui l'as jeté, ai-je dit, soudainement calme. Pas moi. S'il te plaît, pars. Ta famille s'inquiète pour toi. Ils m'ont envoyé pour voir comment tu allais, pour te ramener à la maison. Je suis à la maison, et ils ne sont plus ma famille. Toi non plus. J'ai fermé la porte sur ces protestations, m'appuyant contre elle alors que les sanglots secouaient mon corps. La dernière illusion avait été brisée. J'étais vraiment seul maintenant, abandonné par tous ceux qui auraient dû m'aimer depuis ma naissance. Cette nuit-là a été la plus sombre de ma vie. Plus sombre encore que la nuit où Michael est mort. Parce qu'alors, je croyais encore que j'avais des gens vers qui me tourner. Maintenant, je connaissais la vérité. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec d'autres appels manqués et un texto de mon père. Nous passons à 11 heures. Nous devons résoudre cette situation. Je n'ai pas répondu, mais je savais qu'il viendrait quand même. Pour une fois, j'étais contente que Michael ait insisté pour notre système de caméras de sécurité. Je pouvais voir qui était dehors avant d'ouvrir la porte. À 10h45, j'ai appelé Richard, le mari de Suzanne, qui avait gentiment examiné les documents de la fiducie de mes parents qu'ils avaient envoyés par courriel pendant la nuit. Nina, je suis content que tu m'aies fait regarder ça, a-t-il dit gravement. Cet amendement te retirerait effectivement entièrement de la fiducie familiale, redirigeant ta part vers Rachel. Ils ont besoin de ta signature parce que la fiducie originale établissait une distribution égale entre les deux enfants. Ils voulaient que je renonce à mon héritage le lendemain des funérailles de mon mari. La profondeur de leur cruauté continuait de me choquer. Ne le signe pas. En fait, je te conseillerais de faire examiner toutes les questions financières avec ta famille par ton propre avocat à l'avenir. À 11 heures précises, on a sonné à ma porte. La caméra de sécurité montrait mes parents, Rachel et Jessica, debout sur le porche. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Enfin, a dit ma mère, me bousculant pour entrer dans le salon. Nous essayons de te joindre depuis des jours. 24 heures, ai-je corrigé. Michael est mort depuis exactement 24 heures. Ne sois pas mélodramatique. Rachel a levé les yeux au ciel, se laissant tomber sur mon canapé. Nous savons tous qu'il était malade depuis des mois. Tu as eu tout le temps de te préparer. Mon père, au moins, avait la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Jessica planait près de la porte, incapable de croiser mon regard. Pourquoi êtes-vous ici, ai-je demandé, restant debout alors qu'ils s'installaient tous confortablement chez moi. Nous sommes inquiets pour toi, a dit ma mère, son expression soucieuse n'atteignant pas ses yeux. S'isoler n'est pas sain. Nous voulons que tu viennes rester avec nous pendant un moment, et nous avons des affaires de famille à discuter, a ajouté mon père, tapotant sa mallette. Juste une petite question de mise à jour de certains papiers. Les documents de la fiducie qui me déshériteraient,
ai-je demandé calmement. Leurs expressions de choc auraient été comiques dans d'autres circonstances. Comment as-tu? C'était des documents familiaux privés, a balbutié mon père. Oui, concernant mon héritage. Pensiez-vous vraiment que je signerais sans lire, sans consulter un avocat? Tu n'avais pas le droit de les montrer à un étranger, a sèchement répliqué ma mère. Comme vous n'aviez pas le droit de manquer les funérailles de mon mari pour une fête. Un silence inconfortable s'est installé. Rachel l'a rompu avec un ricanement. On est encore là-dessus? Ce n'était pas juste une fête. C'était la célébration de mes fiançailles. Un événement unique dans une vie. Et les funérailles de Michael ne l'étaient pas? Ma voix est restée stable, bien qu'à l'intérieur je tremblais de rage. Les gens meurent tous les jours, a haussé les épaules Rachel. Je ne me fiancerai qu'une seule fois. En fait, statistiquement parlant, avec ton passif et ton attitude, tu te fianceras probablement plusieurs fois, ai-je répondu. Le visage de Rachel est devenu rouge. Comment oses-tu? J'ai vu la vidéo, ai-je poursuivi, me tournant pour leur faire face à tous. Du brunch, j'ai entendu ce que vous avez tous dit sur moi et Michael. Le visage de ma mère a légèrement pâli. Quelle vidéo? J'ai sorti mon téléphone et je l'ai joué. Leurs expressions sont passées de la confusion à l'embarras, puis à la défensive alors que leurs propres mots remplissaient la pièce. Quand ce fut terminé, mon père a parlé le premier. C'était sorti de son contexte. Quel contexte possible rendrait cela acceptable, ai-je demandé. Se moquer de mon mari mourant, rire de ma douleur. Nina, nous ne voulions pas dire, a commencé Jessica. Si, vous le vouliez. Vous tous, vous pensiez chaque mot. C'est ce que vous êtes vraiment, ce que vous avez toujours été. Je suis allé à mon ordinateur portable et j'ai ouvert un dossier. J'ai beaucoup réfléchi à notre dynamique familiale depuis que Michael est tombé malade, à la façon dont j'ai été traité toute ma vie par rapport à Rachel. Alors, j'ai commencé à tenir des comptes. J'ai tourné l'écran vers eux. Voici tous les anniversaires et Noël où Rachel a reçu des cadeaux chers alors que j'ai eu des articles pratiques. Voici les événements scolaires que vous avez manqués pour moi mais auxquels vous avez assisté pour elle. Voici les fois où mes accomplissements ont été ignorés alors que les siens étaient célébrés. 28 ans de schéma constant. C'est ridicule, a ricané ma mère. Tu agis comme une enfant qui tient les comptes. Non, j'agis comme quelqu'un qui voit enfin la vérité. Vous ne m'avez jamais aimé comme vous aimez Rachel. J'étais toujours l'après-coup, l'obligation. Et maintenant je sais que vous ne m'aimez pas du tout. Bien sûr que nous t'aimons, a insisté mon père. Nous sommes ici, n'est-ce pas? Vous êtes ici avec des papiers pour me couper de la fiducie familiale. Le lendemain des funérailles de mon mari, auquel aucun de vous n'a assisté. Ce n'est pas de l'amour. Rachel s'est levée, sa patience clairement épuisée. Pouvons-nous en finir? Nina. Signe juste les papiers. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de l'argent avec l'assurance vie de ton mari. La cruauté désinvolte de sa déclaration a stupéfié même nos parents jusqu'au silence. Sortez, ai-je dit doucement. Vous tous, sortez de ma maison. Nina, sois raisonnable, a commencé ma mère. Sortez, ai-je crié. Des années de rage réprimée se libérant enfin. J'ai été raisonnable toute ma vie. J'ai accepté d'être la seconde, d'être négligé, d'être méprisé. Plus maintenant. Je suis allé à la porte et je l'ai tenue ouverte. À partir de ce moment, je n'ai plus de famille, plus de parents, plus de sœurs, plus d'amis d'enfance. Vous êtes tous des étrangers pour moi maintenant. Tu ne peux pas être sérieuse, a balbutié mon père. Nous sommes ta famille. La famille ne fait pas ce que vous avez fait. La famille se présente. La famille se soutient dans le deuil. La famille aime inconditionnellement. Vous avez échoué sur tous les plans. Jessica s'est approchée de moi, les larmes coulant sur son visage. Nina, s'il te plaît. Je sais que j'ai terriblement mal agi, mais 20 ans d'amitié doivent bien compter pour quelque chose. Cela ne comptait pour rien pour toi quand tu as choisi la fête de Rachel plutôt que les funérailles de Michael. Quand tu as ri de ma douleur, quand tu m'as traité de dramatique pour le deuil de mon mari. Je ferai n'importe quoi pour réparer ça, a-t-elle plaidé. Il n'y a rien à réparer. Il ne reste rien à sauver. S'il vous plaît, partez. Un par un, ils sont sortis. Mes parents avaient l'air abasourdis.
Rachel, indignée. Jessica, brisée. En passant, ma mère m'a attrapé le bras. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé. Quand le deuil passera, tu auras besoin de nous. J'ai doucement retiré sa main. Non, je ne le regretterai pas. Au revoir, Elisabeth. Utiliser son prénom plutôt que « maman » était la rupture finale. Son visage s'est brièvement décomposé avant de se durcir en un masque d'indignation. Sans un autre mot, elle a rejoint mon père à la voiture. Alors que je fermais la porte sur mon ancienne famille, un étrange sentiment de paix m'a envahi. Pour la première fois de ma vie, je m'étais défendu comme Michael m'avait toujours encouragé à le faire, comme il aurait été fier de me voir faire. Ce soir-là, j'ai contacté un thérapeute spécialisé dans le deuil et les traumatismes familiaux. J'ai appelé Suzanne et je l'ai remerciée, ainsi que Richard, pour leur aide. Et j'ai commencé à rechercher des groupes de soutien pour les jeunes veuves et pour les personnes qui avaient coupé les ponts avec des membres de leur famille toxique. Ma nouvelle vie commençait, construite sur les cendres de tout ce que j'avais perdu. Mais pour la première fois, j'allais me mettre en premier. Les semaines qui ont suivi ma confrontation avec ma famille ont été à la fois les plus difficiles et les plus libératrices de ma vie. Le deuil venait par vagues. Parfois, quand je m'y attendais le moins, je me retrouvais à sangloter dans l'allée des céréales parce qu'il stockait les céréales préférées de Michael, ou à m'effondrer en pliant ses t-shirts, qui portaient encore son odeur. Ma thérapeute, le docteur Laurel Anderson, m'a aidé à comprendre que je traitais deux pertes profondes simultanément, mon mari et ma famille d'origine. Un deuil complexe, l'a-t-elle appelé, expliquant que la trahison de ma famille avait compliqué mon processus de deuil pour Michael. Vous avez vécu ce que nous appelons un deuil non reconnu, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Votre perte n'a pas été reconnue ou soutenue par ceux qui auraient dû être votre principal système de soutien. Cela crée un traumatisme supplémentaire superposé à la perte elle-même. J'ai assisté à ma première réunion de groupe de soutien pour veuves 3 semaines après les funérailles. Entrer dans cette salle de centre communautaire a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Admettre que ma place était là rendait la mort de Michael réelle d'une nouvelle manière. Le groupe était composé de 8 femmes âgées de la vingtaine à la soixantaine. Ce qui nous unissait n'était pas l'âge mais l'expérience. La douleur particulière de voir quelqu'un que l'on aime s'éteindre. Le cauchemar administratif des certificats de décès et des réclamations d'assurance. Les questions bien intentionnées mais douloureuses des connaissances. Sors-tu de nouveau avec quelqu'un? As-tu tourné la page? Là, j'ai rencontré Sarah, 36 ans, veuve depuis près d'1 an après la crise cardiaque soudaine de son mari. Elle avait un esprit caustique et une approche pratique du deuil qui résonnait en moi. Les 2 premiers mois, je ne faisais que porter son peignoir et manger des céréales pour le dîner, m'a-t-elle dit autour d'un café après une réunion. Puis un jour, j'ai réalisé que Steve aurait été tellement en colère contre moi d'avoir abandonné comme ça. Alors j'ai commencé à faire une chose d'adulte chaque jour. Prendre une douche, cuisiner un vrai repas, aller me promener. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. J'ai adopté son approche de la chose d'adulte. Certains jours, cette seule chose était tout ce que je pouvais gérer. D'autres jours, je me surprenais à accomplir davantage. Je suis retourné au travail à temps partiel, reconnaissante d'avoir un patron compréhensif qui m'accordait des horaires flexibles. Mes beaux-parents prenaient régulièrement de mes nouvelles, ne me pressant jamais, mais s'assurant toujours que je savais qu'ils étaient là. La mère de Michael m'envoyait des colis avec des biscuits faits maison et des cadeaux stupides qui me faisaient sourire. Son père m'a aidé à naviguer dans les formalités d'assurance et m'a offert une aide pratique pour les réparations de la maison que Michael aurait gérée. Tu seras toujours notre fille, m'a dit Sharon lors d'une de leurs visites. Cela ne change pas parce que Michael est parti. Leur gentillesse soulignait le contraste frappant avec le comportement de ma propre famille. Mes parents avaient essayé d'appeler plusieurs fois après notre confrontation, laissant des messages vocaux sur la guérison de la rupture familiale et sur le fait d'aller de l'avant ensemble. Je n'ai pas répondu. Rachel avait envoyé un seul texto. Tu es ridicule. Appelle maman et papa et excuse-toi. Jessica était plus persistante. Des courriels, des textos, même des lettres manuscrites exprimant des remords et implorant une autre chance. Je les ai tous lus, mais je n'ai ressenti qu'une douleur creuse là où notre amitié avait autrefois vécu. Le docteur Anderson m'a aidé à travailler sur mes sentiments concernant ces tentatives de contact. Établir des limites n'est pas la même chose que de garder rancune, m'a-t-elle rappelé. Vous vous protégez de personnes qui ont prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance avec votre vulnérabilité.
4 mois après la mort de Michael, j'ai pris la décision difficile de vendre notre appartement. Chaque coin contenait des souvenirs, à la fois beaux et douloureux. J'ai trouvé un logement plus petit de l'autre côté de la ville, près d'un parc que nous avions souvent visité. Le jour où j'ai emballé notre chambre, j'ai découvert une enveloppe scellée dans son tiroir de table de nuit. À l'intérieur se trouvait une lettre qu'il avait écrite pendant ces dernières semaines, quand il avait encore la force de tenir un stylo. « Ma très chère Nina », commençait-elle. « Si tu lis ceci, je suis parti et tu fais face à la vie sans moi. Je suis tellement désolé de te quitter. T'aimer a été la plus grande joie et le plus grand privilège de ma vie. » Ces mots coulaient sur 3 pages, se remémorant notre temps ensemble, m'encourageant à retrouver le bonheur, et exprimant sa confiance absolue en ma force et ma résilience. « Tu es tellement plus forte que tu ne le penses », a-t-il écrit. « Je t'ai vu plier, mais jamais rompre sous le poids de l'indifférence de ta famille. Maintenant, j'espère que tu utiliseras cette force pour toi-même, non seulement pour endurer, mais pour prospérer, pour construire une vie remplie de gens qui voient ton cœur magnifique comme je l'ai toujours vu. » J'ai serré la lettre contre ma poitrine, sanglotant, mais ressentant aussi une profonde connexion avec lui. Dans ces mots, il me guidait encore, m'aimait encore, croyait encore en moi. Cette lettre est devenue mon talisman. Je l'ai emportée avec moi aux séances de thérapie, aux réunions de groupe de soutien, les jours difficiles où le deuil menaçait de me submerger. La foi de Michael en moi est devenue la fondation sur laquelle j'ai lentement reconstruit ma vie. 6 mois après avoir perdu Michael, j'ai rejoint un programme de bénévolat à l'hôpital où il avait été soigné. 2 fois par semaine, je m'asseyais avec des patients atteints de cancer pendant la chimiothérapie, offrant la conversation ou une compagnie silencieuse. C'était douloureux au début, déclenchant des souvenirs de la lutte de Michael. Mais peu à peu, il est devenu guérissant de canaliser ma perte pour soutenir d'autres personnes confrontées à des batailles similaires. Grâce au bénévolat, j'ai rencontré Hélène et Franck, un couple dans la soixantaine qui avait perdu leur fils d'un cancer 5 ans plus tôt. Ils m'ont prise sous leur aile, m'invitant à des dîners le dimanche et me traitant avec une affection parentale qui ne semblait jamais forcée ou conditionnelle. Le deuil connecte les gens de manière étrange, m'a dit Hélène un soir alors que nous faisions la vaisselle ensemble. C'est comme rejoindre un club dont personne ne veut faire partie, mais une fois que vous y êtes, vous trouvez une famille que vous ne saviez pas que vous aviez. À peu près à la même époque, j'ai découvert un talent pour écrire sur le deuil et la guérison. Ce qui a commencé comme des entrées de journal est devenu des articles de blog qui ont résonné auprès d'autres personnes en deuil. La communauté qui s'est formée autour de ces écrits est devenue une autre source de connexion et de soutien. Mes beaux-parents sont venus pour le premier anniversaire de la mort de Michael. Ensemble, nous sommes allés au lac Michigan et avons dispersé une partie de ses cendres comme il l'avait demandé. La journée était claire et lumineuse, l'eau d'un bleu brillant qui correspondait à l'urne que j'avais choisie. Il aurait adoré cette journée, a dit son père, le bras autour de mes épaules alors que nous regardions les cendres se fondre dans l'eau. Il aurait été fier de toi, a ajouté sa mère. De la façon dont tu as continué. J'ai hoché la tête, incapable de parler à travers la boule dans ma gorge. Mais pour la première fois, le deuil semblait gérable. Pas disparu, jamais disparu, mais tissé dans le tissu de ma vie plutôt que de la consumer entièrement. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel de ma mère. L'objet était « Urgence familiale ». Le message était bref. Ton père a eu une crise cardiaque. Le mariage de Rachel est reporté. Nous avons besoin de ton aide pour les factures médicales. S'il te plaît, appelle. Mon doigt a survolé le bouton de suppression, mais la curiosité m'a poussé à chercher des informations en ligne. Un article de presse locale a confirmé que mon père avait bien subi une crise cardiaque, bien qu'elle semblât moins grave que ce que le courriel de ma mère suggérait. Un autre article mentionnait que le fiancé de Rachel, Bradford, avait annulé leur fiançailles au milieu de rumeurs d'irrégularités financières dans son cabinet d'avocat. Pendant un moment, j'ai envisagé de répondre. Puis je me suis souvenu de la vidéo d'eux riant de la maladie de Michael, de leur absence à ses funérailles, de leur tentative de me couper de la fiducie familiale. Au lieu d'appeler, j'ai recherché des programmes d'aide financière pour les frais médicaux et j'ai envoyé les informations à l'adresse électronique de ma mère, sans message personnel joint. Jessica avait cessé de me contacter des mois auparavant, mais Sarah l'a croisée dans un café et m'a fait un rapport. Elle a demandé de tes nouvelles, a dit que tu lui manquais, mais qu'elle comprenait pourquoi tu avais coupé le contact. Elle et ta sœur se sont aussi brouillées. J'ai hoché la tête, ressentant une tristesse lointaine mais aucun désir de renouer. Certains ponts, une fois brûlés,
ne peuvent et ne doivent pas être reconstruits. Au fil des saisons, j'ai changé aussi. La femme qui s'était tenue seule sur la tombe de son mari faisait toujours partie de moi, mais n'était plus tout ce que j'étais. J'avais construit une vie dont Michael aurait été fier, entouré de gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais exactement. Je lui parlais encore parfois, surtout la nuit. Je lui racontais ma journée, mes petites victoires et mes revers, les nouveaux amis que je m'étais faits. Dans mon cœur, je pouvais entendre ses encouragements, son rire, son amour. « Tu avais raison », ai-je murmuré à sa photo sur ma table de nuit. « Je suis plus forte que je ne le pensais. » Le 2e anniversaire de la mort de Michael, j'ai pris un jour de congé et je suis allé au cimetière. La pierre tombale était simple mais élégante, exactement comme il l'aurait voulu. J'ai déposé des fleurs fraîches à côté et je me suis assise sur le petit banc que j'avais fait installer à proximité. 2 ans, mon amour, ai-je dit à voix haute. N'étant plus gêné de lui parler. Parfois, on dirait hier et parfois une autre vie. Tant de choses avaient changé depuis ce jour de pluie où je me tenais seul alors qu'il descendait son cercueil. J'avais emménagé dans une maison confortable avec un jardin où je cultivais des légumes et des fleurs. J'avais été promu au travail et j'avais commencé à animer un atelier de soutien au deuil au centre communautaire. J'avais des amis qui appelaient juste pour prendre des nouvelles, qui se souvenaient de l'anniversaire de Michael et de notre anniversaire de mariage, qui comprenaient que mon deuil ferait toujours partie de moi, mais ne me définissaient pas. Je n'avais pas parlé à mes parents ni à Rachel au cours de ces 2 années. Ma mère envoyait encore des courriels occasionnels, surtout quand ils avaient besoin de quelque chose, mais je ne me sentais plus coupable de maintenir ma distance. La famille qui m'avait laissé tomber dans mon heure la plus sombre avait perdu le privilège d'être dans ma vie. Alors que j'étais assise à réfléchir, une silhouette familière s'est approchée du sentier du cimetière. Jessica, l'air nerveux, portant un petit bouquet de fleurs. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu, clairement incertaine si elle devait continuer d'avancer ou reculer. « Je peux revenir une autre fois », a-t-elle dit. « C'est bon », ai-je répondu, me surprenant moi-même. « Tu peux les déposer. » Elle a placé ses fleurs à côté des miennes et s'est tenue maladroitement un moment avant de parler. « Je viens chaque année. Je ne m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui. »« Tu visites la tombe de Michael ?» ai-je demandé, sincèrement surprise. Jessica a hoché la tête. « Je sais que ça ne compense pas d'avoir manqué les funérailles. Rien ne le pourrait, mais je voulais lui rendre hommage, le reconnaître correctement, et me rappeler la pire erreur que j'ai jamais faite. Pour la première fois en 2 ans, j'ai vraiment regardé mon ancienne meilleure amie. Elle semblait plus âgée, plus sobre. La Jessica à la mode, toujours impeccable que j'avais connue avait été remplacée par quelqu'un de plus authentique, moins préoccupé par les apparences. « Comment vas-tu » ai-je demandé. Pas tout à fait prête à discuter de sujets plus profonds. D'accord, différemment. Rachel et moi nous sommes énormément disputés après tout ça. Elle s'attendait à ce que je prenne complètement son parti et je ne pouvais tout simplement plus le faire. Ça m'a fait réaliser à quel point notre amitié était devenue toxique. Qu'est-il arrivé avec ses fiançailles? J'ai entendu dire qu'elles avaient été annulées. Jessica a soupiré. Le cabinet de Bradford faisait l'objet d'une enquête pour fraude. Il a largué Rachel quand il a semblé qu'il pourrait être impliqué. Il s'est avéré qu'il n'était avec elle que pour les relations de sa famille de toute façon. Elle était dévastée. Et mes parents, ai-je demandé, surprise de ma propre curiosité. Ton père s'est remis de la crise cardiaque. Ils ont dû vendre leur maison pour une plus petite à cause des factures médicales. Il ne me parle plus non plus depuis que j'ai refusé de couper complètement les ponts avec Rachel. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Le poids de notre histoire commune et de nos relations brisées pesant entre nous. Je suis désolé, Nina, a finalement dit Jessica. Vraiment, profondément désolé. Pas seulement pour avoir manqué les funérailles, mais pour des années à ne pas avoir été l'ami que tu méritais. Pour m'être laissé entraîner dans l'orbite de Rachel et avoir oublié ce que signifie la véritable amitié. J'ai étudié son visage, cherchant la sincérité et la trouvant. Merci de dire ça. Je n'attends pas le pardon ou que les choses redeviennent comme avant. Je voulais juste que tu saches que je reconnais à quel point je t'ai fait défaut et que perdre ton amitié a été la conséquence la plus difficile de mes actions. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, rattrapant le temps perdu sur nos vies, mais aussi reconnaissant la douleur et la trahison qui nous avaient séparés. Jessica avait aussi suivi une thérapie, travaillant sur ses propres problèmes familiaux et sa tendance à chercher l'approbation des mauvaises personnes à tout prix.
Michael serait étonné de la femme que tu es devenue, a-t-elle dit alors que nous nous préparions à partir. Il a toujours vu ta force, même quand tu ne pouvais pas la voir toi-même. C'est vrai, ai-je convenu, touchant doucement la pierre tombale. Il m'a appris ce à quoi ressemble le véritable amour, et son amour m'a donné le courage d'exiger mieux de tous les autres dans ma vie. Nous avons échangé nos numéros de téléphone avant de nous séparer. Aucune promesse n'a été faite, mais une porte a été laissée légèrement entr'ouverte, elle qui avait été fermement fermée pendant 2 ans. Ce soir-là, j'ai organisé un petit dîner chez moi. Sarah et son nouveau petit ami, Hélène et Franck, un couple de mon groupe de soutien, et Suzanne et Richard, qui m'avaient aidé juste après la mort de Michael. Alors que nous partagions un repas et que les rires remplissaient ma maison, j'ai senti la présence de Michael dans la chaleur de la réunion. Plus tard, après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans mon jardin sous les étoiles et j'ai réfléchi au parcours des 2 dernières années. J'avais perdu mon mari et ma famille d'origine. Enduré la trahison et l'abandon, ressenti une douleur que je n'aurais jamais imaginé pouvoir surmonter. Pourtant, j'étais là, non seulement survivant, mais créant une vie de sens et de connexion. La leçon la plus profonde que j'avais apprise était que la famille n'est pas définie par le sang ou les liens juridiques. La famille est composée des personnes qui se présentent quand vous en avez le plus besoin. Celles qui font de la place pour votre douleur sans essayer de la réparer ou de la minimiser. Celles qui célèbrent vos joies sans jalousie ni condition. J'avais aussi appris qu'établir des limites n'est pas égoïste mais essentiel. Que le pardon ne signifie pas toujours la réconciliation. Que certaines relations sont trop endommagées pour être réparées et que c'est normal. Plus important encore, j'avais découvert ma propre résilience. La force que Michael voyait toujours en moi était enfin devenue visible à mes propres yeux. Je portais son amour non pas comme un fardeau de deuil, mais comme un cadeau qui continuait de me soutenir et de me guider. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus de moi, j'ai murmuré au ciel nocturne, « Merci de m'avoir aimé, Michael, de m'avoir montré ce que je mérite. Je construis une belle vie, exactement comme tu le voulais pour moi. » Une douce brise a fait bruire les feuillets, un instant, je me suis senti embrassé par quelque chose de plus grand que moi. Pas seul, jamais vraiment seul. Si vous regardez ceci et que vous luttez avec des relations familiales toxiques ou le deuil, sachez que la guérison est possible. Cela ne se produit pas du jour au lendemain et le chemin n'est pas linéaire, mais vous pouvez construire une vie remplie d'amour et de connexions authentiques. Avez-vous déjà eu à établir des limites avec des membres de votre famille qui vous ont blessé? Comment avez-vous trouvé le courage de vous mettre en premier? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela a résonné en vous, s'il vous plaît, abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de résilience et de guérison. Rappelez-vous, la famille que l'on choisit peut être plus significative que la famille dans laquelle on est né. Merci de votre écoute et je vous souhaite de la force dans votre propre parcours.